Salut à tous. Avant de commencer, un petit mot rapide. La prochaine vidéo Profession Gangster sortira début octobre. Mais en attendant, je voulais pas vous laisser sans rien. Ces dernières semaines, j'ai pris un peu de retard pour des raisons personnelles, mais je reviens avec quelque chose d'un peu spécial. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une mini-série documentaire que j'avais tournée en 2022, sur une affaire criminelle qui me fascine depuis longtemps, celle du Dahlia Noir. C'est un contenu plus ancien que je gardais de côté, et je trouvais dommage de le laisser dans le placard. Alors autant vous le partager maintenant. L'idée est simple. Ce premier épisode sort ici, sur Profession Gangster, et les prochains sortiront sur ma nouvelle chaîne Crime Étrange, une chaîne dédiée aux affaires criminelles mystérieuses et non résolues. Ne vous inquiétez pas, le rythme de publication sur cette chaîne ne sera pas chamboulé. Au contraire, je délègue de plus en plus. L'équipe se forme et grandit pour vous proposer encore plus de contenu. Voilà, merci pour votre patience et votre soutien. Et ouais, j'y vois plus clair maintenant. Depuis quelques mois, je me rends compte que pour avancer plus vite dans mes projets, il ne suffit pas seulement d'agrandir mon équipe. Parfois, ce sont les petites optimisations qui font toute la différence, et c'est là que l'intelligence artificielle peut devenir un allié. J'insiste sur ce mot, un allié, parce que l'IA n'a jamais été et ne sera jamais le moteur créatif de mon travail. J'ai toujours travaillé avec des humains, et ça restera essentiel pour moi. Mais sur des tâches répétitives ou chronophages, l'IA peut être vraiment un gain de temps. Et je dois dire que ça m'a surpris de voir à quel point ça pouvait me soulager sur certains points. L'outil que j'ai choisi alors pour ça, c'est Mammut AI. Pourquoi Mammut AI? Parce que pour seulement 10 € par mois, vous avez toutes les IA les plus utiles au même endroit. ChatGPT 5, Claude, Mistral, Gemini, Midjourney, Perplexity. Ce qui est bien si on veut comparer les modèles, tester ce qui marche le mieux selon ses besoins ou analyser rapidement un document ou une image. Un exemple concret, il m'arrive souvent d'avoir des blocs de texte mal mis en forme, avec des sauts de lignes inutiles ou des structures pas claires. Le genre de truc qui prend un temps fou à corriger manuellement. Avec Mammut AI, tout ça c'est fini. Je balance le texte et en quelques secondes, j'ai une version propre et lisible, prête à être utilisée. C'est exactement ce genre de tâche où l'IA peut me faire gagner un temps fou. Bien sûr, encore une fois, sans jamais remplacer mon travail créatif. Et en plus, devinez quoi, c'est une boîte française, avec des serveurs en Europe, aucune donnée conservée et la possibilité d'utiliser des modèles légers qui consomment beaucoup moins d'énergie. Ce qui peut être un plus pour certaines personnes. Bref, Mammut n'a pas changé ma façon de créer, mais ça m'a fait gagner du temps sur tout ce qui tourne autour. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être utile aussi. Alors si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. Bon visionnage. En 1947, Los Angeles est une ville en pleine effervescence. Fortement impactée par la Seconde Guerre mondiale, elle est l'un des épicentres industriels et financiers pour la terre de l'oncle Sam. Cette cité des anges est la parfaite incarnation du rêve américain. Symbole de puissance et d'expansion, elle rassemble les rêves pour en faire une réalité. Chacun est libre d'avoir sa propre maison, sa propre voiture, une épouse aimante et une famille heureuse. La ville offre des emplois pour tous. C'est la terre de tous les travailleurs, de tous les ambitieux et de tous les rêveurs. Évidemment, Hollywood n'est pas étranger à la vision de cette existence romancée, bien loin de la réalité de cette ville. Une réalité sombre, froide et parfois terrifiante. La ville de tous les espoirs est en fait celle de tous les faux-semblants. À cette époque, les tensions, les conflits, les crimes et les meurtres sont la partie immergée de l'iceberg. Celle que l'on refuse de voir et que l'on cache sous le tapis. Désillusion et corruption auraient pu être la devise de cet endroit, où beaucoup virent leurs rêves brisés, et parfois même leur vie. Ce fut le cas de la malheureuse Elizabeth Short. Jeune femme de 22 ans, victime tristement célèbre de l'une des plus illustres enquêtes criminelles, celle du Dahlia Noir. Le 15 janvier 1947, son corps fut en effet retrouvé dans un terrain vague de la banlieue de Los Angeles. Coupé en deux au niveau du bassin, partiellement éviscéré et vidé de son sang, la scène de crime était des plus macabres. Le visage autrefois ravissant d'Elizabeth Short était méconnaissable. Commotionné et mutilé, il était à l'image de la violence du crime. L'affaire du Dahlia Noir ne fut pas une affaire comme les autres. Enfin, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vous comprendrez bientôt de quoi je veux parler. Plongeons ensemble dans l'histoire du meurtre non élucidé, le plus célèbre des États-Unis.
Le matin du mercredi 15 janvier 1947, le soleil s'était levé à 6h58 à Los Angeles. La veille, un crime atroce avait été commis, mais à l'aube, personne ne s'en était encore soucié. Le début du mois avait été extrêmement maussade, surtout pour le sud de la Californie. Comme si la météo elle-même laissait entrevoir le crime sordide dont allaient être témoins les habitants de la Cité des Anges. Ce matin plus particulièrement, la ville disparaissait sous un épais brouillard. Elle qui était généralement plus habituée aux rafales chaudes et arides des vents de Santa Ana. Malgré cette triste météo, Betty Bersinger décida de sortir, accompagnée de sa fille Anne, âgée de 3 ans. Elle se dirigea en direction d'un atelier de cordonnier pour récupérer les chaussures de son mari. Pour cela, elle devait traverser les terrains vagues au sud de la ville. En dirigeant sa poussette dans ce quartier austère, elle remarqua alors un étrange nuage noir près du trottoir où elle marchait. Le bourdonnement associé ne trompait pas. Il s'agissait de mouches. Ces dernières s'agitaient au-dessus de quelque chose que Betty n'arrivait pas à distinguer. La jeune mère au foyer plissa alors les yeux et distingua un mannequin d'un blanc immaculé, le même que ceux qui étaient utilisés dans les magasins de vêtements. Ce qui était étrange, c'était que le modèle artificiel avait été coupé en deux au niveau du bassin. Betty fut surprise de voir un tel objet, ainsi sectionné, posé au milieu du terrain vague. Elle sentit que quelque chose ne tournait pas rond. En fait, elle était bien loin de s'imaginer la triste vérité cachée derrière ce mannequin. De peur que les enfants jouant à proximité ne soient effrayés à la vue de cet étrange objet, Betty décida donc de contacter la police afin qu'elle puisse venir jeter un coup d'œil. Elle emprunta le téléphone du foyer le plus proche et décrivit brièvement la scène, puis raccrocha et continua sa route vers l'atelier de cordonnerie. Qui aurait pu se douter qu'en passant ce coup de fil, Betty Bersinger allait déclencher l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire du pays. À 11h07, les policiers Frank Perkins et Will Fitzgerald furent alors dépêchés sur les lieux. Malheureusement pour eux, ils n'étaient pas préparés à l'horrible découverte qu'ils allaient faire. Les deux policiers tombèrent en effet sur un sinistre spectacle. D'après eux, le corps inerte d'un homme. Sans plus tarder, ils appelèrent la division des homicides du LAPD, la police municipale de Los Angeles. À 11h30, la nouvelle d'un corps sans vie découvert sur Norton Avenue, entre la 39e rue et le Coliseum, commença déjà à se répandre. Les journalistes, avec leurs flashs aveuglants, commencèrent à affluer sur le lieu de la scène du crime. Ils rejoignirent le sergent Finis Brown et le lieutenant Harry Hansen, les détectives de la division des homicides qui avaient été envoyés sur place. Agnès Underwood, journaliste au Los Angeles Herald Express, était présente. Les affaires macabres, Agnès, ou Aggie de son surnom, les connaissait bien. D'ordinaire, elle ne reculait devant aucune scène de crime, même la plus morbide. Mais ce matin du 15 janvier 47, même elle fut choquée par l'atrocité de ce qu'elle avait sous les yeux. Il s'agissait du corps affreusement mutilé d'une jeune femme. Enfin, si on pouvait encore parler de corps. La presse parla d'abord du cadavre d'un homme, mais il s'agissait bel et bien de la dépouille, certes méconnaissable, d'une femme. Pour mieux vous représenter la chose, laissez-moi vous décrire la scène. Le corps était coupé en deux au niveau de l'abdomen. Ses bras étaient pliés, formant un angle droit au-dessus de sa tête. Certains y verront un signe de prière, mais les esprits plus rationnels concluront que la jeune femme avait sans doute été attachée au niveau des poignets. Puis, en descendant un peu,
on constatait que ses cheveux, d'un noir profond, étaient couverts de sang. Son visage boursouflé était, lui aussi, cruellement défiguré. Ses joues avaient été lacérées et coupées d'une oreille à l'autre pour former un sourire satanique. Au milieu de ce visage meurtri, les yeux clos de la jeune femme semblaient étrangement paisibles. Au niveau du bassin, le corps avait été partiellement éviscéré. On voyait encore le foie de la malheureuse pendre hors de ses entrailles. Quant à l'autre partie du corps, il n'était pas en meilleur état. Une profonde entaille sillonnait la seconde moitié de la victime, allant du pubis au nombril. Ses jambes, quant à elles, étaient écartées. Devant cette scène des plus macabres, un témoin oculaire décrira le corps comme 2 morceaux de chair humaine qui avaient été déposés comme 2 vulgaires tranches de bœuf. Pourtant, à l'époque, les meurtres n'étaient pas ce qui manquait dans la Cité des Anges. Tous les 2 ou 3 jours, il y avait un homicide. La police était plus ou moins habituée, mais bizarrement, aucune personne ne resta de marbre devant ce crime. Un crime qui n'était d'ailleurs pas sans rappeler celui de 3 jeunes filles, les Babes of Inglewood. Une sombre histoire qui avait eu lieu à quelques pâtés de maison à l'ouest, 10 ans plus tôt. Seulement, ce que venaient de voir les policiers et les journalistes en ce matin du 15 janvier 1947 était encore plus choquant. D'après les dires de Aggie Underwood, c'était le pire meurtre qu'on m'ait jamais confié. Pour que vous visualisiez un peu mieux dans quel état se trouvait le corps de la jeune femme, il faut savoir que, policiers comme journalistes, estimaient son âge à 36 ans. Or, la malheureuse n'avait que 22 ans. Aggie avait en effet déjà remarqué que la victime était bien plus jeune. Pour elle, l'état juvénile de ses seins et de ses cuisses ne laissait pas de place au doute. Les restes de celle qui était alors appelée Jane Doe, un nom utilisé par la police américaine pour désigner un cadavre dont l'identité était encore inconnue, furent donc scellés dans un cercueil et emportés à la morgue de la ville. Une fois à la morgue, les 2 morceaux du cadavre furent pesés. En apprenant qu'il devait effectuer l'autopsie d'un corps tranché en 2, le médecin légiste déclara que l'autopsie aurait bel et bien lieu, mais après le déjeuner. L'autopsie aura finalement lieu le lendemain, le 16 janvier 1947. Le docteur Frederick Newbar, chirurgien en chef des autopsies du comté de Los Angeles, fut en charge de l'opération. La dépouille gisait sur une table mortuaire en porcelaine immaculée, qui n'était pas sans rappeler la blancheur de celle qu'il devait autopsier. Elle était entourée de nombreuses autres tables, avec un cadavre sur chacune d'elles. L'opération eut ainsi lieu dans cet environnement lugubre au possible, marqué par une forte odeur de désinfectant, sûrement préférable à la pestilence des corps en décomposition. Le docteur Newbar était une vraie pointure dans son domaine. Pour lui, chaque corps autopsié était comme une énigme à déchiffrer. Cependant, le corps retrouvé à Leimert Park allait être pour lui un véritable casse-tête. Cela ne l'empêcha pas de mener son analyse jusqu'au bout, révélant ainsi de nombreux détails très utiles à l'enquête. Il affirma premièrement que le cadavre était celui d'une femme âgée entre 15 et 20 ans, mesurant 1,65 m et pesant 52 kg. Parmi les multiples lacérations subies au visage, la plus marquante était celle remontant des coins de la bouche jusqu'aux oreilles, d'une profondeur de 7,6 cm. Le docteur Newbar confirma que ces lacérations, en plus des nombreux coups portés à la tête de la jeune femme, avaient été la cause du décès. Oui, vous avez bien entendu, la malheureuse jeune femme était encore vivante lorsque ces atroces tortures lui furent infligées. Quant aux traces sur les poignets, elles ne laissaient aucun doute. La victime avait été attachée pour ensuite être torturée jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'autres lacérations, post-mortem cette fois-ci, furent décelées par le médecin, notamment au niveau de la région pubienne, où les poils avaient été enlevés.
Le docteur Newbar ne décela aucune trace d'étranglement ni de suffocation. Il remarqua cependant la présence de rosée sur le cadavre, suggérant que celui-ci avait dû être déposé sur le terrain avant l'aube. La mort devait donc remonter à 24 heures auparavant, voire moins. Diverses autres plaies furent mentionnées, comme ce carré de peau retiré du sein droit de la victime, ou les multiples égratignures sur la surface du sein gauche. Des cicatrices qui suggéraient une ancienne opération sur les poumons. De plus, les 2 bras de la jeune femme étaient couverts de coupures et d'égratignures. Ses ongles, quant à eux, étaient rongés jusqu'à la moelle. Les cheveux de la victime étaient brun foncé, mais ils avaient été teints en noir. Et les ongles de ses gros orteils étaient peints en rouge vif. Pour sectionner le corps en 2, le meurtrier avait sans doute utilisé un couteau à longue lame, laissant au passage des lacérations sur les organes internes de la victime. Les autres coupures avaient été infligées avec une lame de rasoir. Le tueur l'aurait alors torturé avec cet outil. Et ce n'est malheureusement pas fini. Il y avait également une ouverture béante de 10 cm de long, allant du nombril jusqu'au-dessus de son pubis. Ou encore un autre morceau de chair arraché, de manière plus significative cette fois-ci, sur la cuisse gauche. Si le canal vaginal était intact, la voie anale, elle, était fortement dilatée et présentait de multiples abrasions. Ce qui ne laissait aucun doute quant à l'insertion forcée d'un corps étranger. Cependant, tous les frottis visant à recueillir des traces de semences revinrent négatifs. Autre élément, la plante de ses pieds était tachée de brun et des matières fécales furent trouvées dans son estomac, suggérant qu'elle avait été forcée de les manger avant d'être tuée. Pour parfaire sa mise en scène, le cadavre avait été complètement nettoyé et vidé de son sang, ce qui indique que le meurtre avait été perpétré à un endroit différent de celui où le corps avait été trouvé. Des fibres provenant d'une brosse rigide avaient été retrouvées sur le corps, révélant aux enquêteurs que celui-ci avait probablement été récuré avec une brosse bon marché, avec une attention particulière portée à la région pubienne et au point de mutilation. L'analyse de ces fibres par le FBI ne donnera rien, malheureusement. En fait, aucun indice pouvant laisser deviner l'identité du meurtrier n'a pu être retrouvé sur le corps de la victime. L'attention particulière portée à la dissimulation des preuves, la manière dont le corps avait été mutilé, sectionné, vidé de son sang, puis disposé sur le terrain vague, laissait à penser que le coupable savait très bien ce qu'il faisait. Sans doute avait-il prémédité tout cela. Et peut-être n'en était-il pas à son coup d'essai. Quoi qu'il en soit, il s'agissait là d'un crime des plus sordides, dans lequel l'émotion n'avait pas sa place. Le LAPD devait enquêter, et vite. Le matin du 15 janvier 1947, la nouvelle ne traîna pas pour arriver jusqu'au bureau du Los Angeles Examiner. Jimmy Richardson, rédacteur en chef du journal, interrogea alors tous les journalistes et photographes du bureau, dont Sid Hughes, le premier à parler de la macabre nouvelle. « Qui est-elle ?»« Je ne sais pas, je n'ai rien trouvé pour l'identifier. Rien sur le corps. Une jolie fille. »« Des photos ?»« Plein, mais on ne peut pas les imprimer. Elle a été coupée au visage et à d'autres endroits. Je peux vous donner une description détaillée, cheveux, yeux, taille, poids et tout ça, mais c'est tout ce qu'il y a pour le moment. » Les journalistes de l'Examiner ne perdirent pas de temps. Richardson envoya quelqu'un pour faire un croquis de la fille telle qu'elle était probablement dans la vie, et Sid titra l'article. Une jeune fille torturée et assassinée. Ce fut un carton. Le journal se vendit à plus d'exemplaires que celui qui avait couvert l'attaque de Pearl Harbor en 1941. En fait, ce fut le deuxième plus gros succès éditorial du LA Examiner, après l'exemplaire qui avait annoncé la victoire des États-Unis sur le Japon. À ce moment-là, l'enquête était déjà en cours. La première analyse des empreintes ayant été infructueuse, elles furent envoyées au bureau du FBI à Washington. Ces dernières furent alors analysées par des dizaines de personnes qui fouilleront les archives d'empreintes digitales du FBI
et qui, finalement, réussiront à les identifier à 14h50. La victime se nommait Elizabeth Short. Une jeune femme de 22 ans, originaire de Medford, dans le Massachusetts. Si ces empreintes figuraient dans les archives du FBI, c'est parce qu'elles y avaient été déposées quelques années auparavant par la police de Santa Barbara. Elles avaient été prises le 23 septembre 1943. Lorsqu'Elizabeth Short avait été arrêtée pour avoir bu de l'alcool en compagnie de soldats dans un restaurant de Mission Valley, alors qu'elle était mineure. À ce moment-là, elle aurait vécu avec une autre fille à West Cabrillo Beach. Une deuxième empreinte fut ensuite confirmée grâce à l'aide des services d'approvisionnement du camp de Cook de l'armée américaine, situé à Lompoc. Il s'est alors avéré que la jeune fille travaillait comme employée au bureau de poste du camp lorsqu'elle avait été arrêtée. Grâce à cette arrestation antérieure, on put ainsi obtenir les premières photos de la jeune Elizabeth Short. Les clichés montraient une femme au visage fin et boudeur, avec des cheveux d'un noir profond qui contrastaient avec ses iris, étrangement pâles. Personne ne s'attendait à ce que le cadavre mutilé retrouvé à Leimert Park ait pu un jour être le corps d'une jeune fille aussi ravissante. Après cette arrestation de la jeune Elizabeth, et dans l'attente de son procès, elle avait été prise en charge par une policière locale, nommée Mary Unkefer. Mary Unkefer se serait apparemment liée d'amitié avec Elizabeth, si bien qu'elle l'avait accueillie chez elle. Elle la décrivit comme une personne d'une grande gentillesse, qui aimait soigner son apparence. Elle déclara également « Elle avait les cheveux les plus noirs que j'ai jamais vus. » La policière révéla de plus une chose très intéressante. D'après elle, Elizabeth avait sur le haut de sa cuisse gauche un tatouage représentant une rose. Un tatouage qu'elle exhibait fièrement à chaque occasion. Rappelez-vous maintenant de l'autopsie du docteur Newbar, dans laquelle il a été révélé une ablation d'un morceau de chair au même endroit. Le meurtrier d'Elizabeth avait-il enlevé ce tatouage pour dissimuler une possible marque d'identification ? Ou avait-il peut-être un fétichisme lugubre ? Nul ne le savait. Finalement, le tribunal pour enfants de Santa Barbara accorda la liberté conditionnelle à Elizabeth. Mary Unkefer l'accompagna alors à la gare routière afin qu'elle puisse prendre un bus et rentrer chez elle, à Medford. Jimmy Richardson n'avait pas perdu le sens des priorités. Il envoya son journaliste Sid Hughes à Lompoc afin de vérifier les enregistrements au camp de Cook. Après 2 jours passés à fouiner dans les camps de l'armée, il revint avec une information. Il avait trouvé le nom de la mère de la victime. Elle s'appelait Phoebe May Short et habitait également Medford, dans le Massachusetts. C'était un bon début pour Jimmy, mais pas suffisant. Il pria donc un de ses autres journalistes, Wayne Sutton, d'appeler la mère d'Elizabeth. « Maintenant, je veux que tu sois prudent. Elle ne sait probablement pas que sa fille a été assassinée. Alors fais-lui dire tout ce que tu peux sur la fille sans lui dire qu'elle est morte. Si tu lui dis dès le début, tu n'auras rien. Et si elle demande de quoi il s'agit, fais-la patienter, continue à poser des questions. Quand tu auras obtenu tout ce que tu peux, tu pourras lui annoncer la nouvelle. Quel gentil garçon tu es. » Wayne, dépité, prit donc le téléphone pour appeler la mère de la défunte et commença la conversation. « Madame Short, votre fille a gagné un concours de beauté et nous voulons tout savoir sur elle. » Pendant qu'ils échangeaient, Jimmy Richardson jubilait. Wayne le regarda et lui demanda « Dois-je vraiment lui dire ? Elle est tellement heureuse à propos du concours de beauté. » »« Dis-lui. » Et c'est comme ça que Madame Phoebe May Short apprit la triste nouvelle. Étrangement, Wayne, sans le vouloir, avait dit une vérité. Elizabeth avait bel et bien gagné un concours de beauté. C'était en 1943, lors de son bref passage au camp militaire de Cook.
Wayne avait d'ailleurs obtenu d'autres informations. Elizabeth était la troisième d'une famille de 5 filles, toutes élevées par leur seule mère dans la banlieue ouvrière de Boston. Elle aurait ainsi vécu à plusieurs reprises en Floride, mais aussi à Long Beach, Los Angeles et Chicago. La dernière adresse en date était San Diego, dans le quartier de Pacific Beach, 10 jours seulement avant le meurtre. Pour Jimmy Richardson, il s'agissait là d'un nouvel indice à exploiter. Il envoya donc à San Diego son meilleur journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, Tommy Devlin, afin de déterrer tout ce qu'il pouvait. Pendant ce temps-là, au camp de Cook, l'ancienne patronne d'Elizabeth, nommée Inez Killing, livra quelques informations supplémentaires. Elle avait rencontré Elizabeth pour la première fois au printemps 1943. Et selon elle, elle était l'une des plus belles filles qu'elle ait jamais vues. Et aussi l'une des plus timides. Elle avait quitté le domicile familial à 18 ans pour profiter du climat ensoleillé de la Californie. Ses parents l'avaient autorisée à séjourner seule sur la côte ouest, car cela lui permettait d'augmenter son taux de vitamine D dans son organisme et de lutter contre sa maladie. Une bronchite aiguë, possiblement une tuberculose, d'après ses médecins. Avec cette arrestation, on pourrait dès lors penser qu'Elizabeth était du genre à faire des excès, mais il n'en était rien. D'après Inez Killing, elle se refusait à fréquenter les garçons du camp, à sortir le soir ou à fumer, contrairement à la plupart de ses collègues. En 1943, après son arrestation, elle aurait alors quitté son emploi au camp de Cook, mais serait tout de même revenue voir Madame Killing de temps à autre, lors des semaines suivantes. Mais après plusieurs semaines de visite, puis plusieurs semaines passées sans la revoir, Inez Killing, sa patronne, ne l'a plus jamais revue. La rumeur voulait qu'Elizabeth ait été agressée par un sergent de la base militaire qu'elle fréquentait, connu sous le nom de sergent Chuck. Le sergent Chuck aurait été en effet traduit en cour martiale pour cet incident et serait parti du camp, et ce quelque temps avant qu'Elizabeth ne fasse de même. Dès lors, plus l'enquête avançait et plus l'image de la victime commençait à changer. Les enquêteurs apprirent ainsi qu'Elizabeth Short fréquentait de nombreux hommes. Il semblait que sa vie consistait à errer sans but précis, en enchaînant les petits amis. Son train de vie marginal aurait pu laisser entendre qu'elle se prostituait, mais il n'en était rien encore une fois. En réalité, elle séduisait les hommes en jouant sur leurs désirs et obtenait d'eux ce qu'elle voulait. Un repas chaud, un endroit où dormir, des vêtements ou un peu d'argent. Généralement, pour éviter de poursuivre la relation et d'avoir des rapports plus intimes avec ces hommes, elle prétextait qu'elle était vierge ou qu'elle était mariée, fiancée. Un rapport de police fut ainsi récupéré, et ce dernier mentionnait ceci. Cette victime connaissait au moins 50 hommes au moment de sa mort, et au moins 25 d'entre eux ont été vus avec elle dans les 60 jours précédant son décès. L'image publique d'Elizabeth Short changea du coup peu à peu. Elle ne fut plus considérée comme la jeune femme douce et innocente assassinée, mais comme une nymphomane ayant payé le prix de son train de vie déviant. Au début du XXe siècle, la Californie du Sud avait en effet vu déferler sur ses terres une immense vague d'émigrantes, en partie grâce ou à cause de l'industrie cinématographique. Cette dernière mettait généralement en avant de jeunes héroïnes aux expériences de vie exaltantes, libérées des contraintes du travail et de la famille. De belles promesses qui avaient poussé de nombreuses jeunes femmes à se rendre dans la Cité des Anges pour goûter aux doux rêves américains. Un rêve qui se révéla, au final et pour beaucoup d'entre elles, plutôt amer. Cherchant à vivre une vie de rêve, bon nombre de ces jeunes filles avaient été ramenées à la réalité avec brutalité. En quête de gloire et de fortune, beaucoup s'étaient retrouvés drogués, enceintes et parfois assassinés. Et Elizabeth Short a été l'une d'entre elles.
D'ailleurs, maintenant que son image avait changé, la jeune femme défunte avait besoin d'un surnom qui puisse faire la une de la presse. Ce surnom, les journaux le trouvèrent par le biais d'un pharmacien de Long Beach. Une histoire qui prend son origine à l'été 1946. Le pharmacien Arnold Landers dira en effet avoir vu Elizabeth Short venir de temps à autre dans sa boutique à cette période. D'après ses souvenirs, elle portait un maillot de bain 2 pièces en dentelle noire et avait des cheveux bouclés d'un noir intense, relevés au-dessus de la tête. Elizabeth était alors très populaire auprès des clients masculins de la pharmacie, si bien que ces derniers avaient fini par lui trouver un surnom. Un surnom qui allait rester gravé à jamais dans l'histoire. Dahlia Noire. Ce n'était pas la première fois que des surnoms floraux étaient attribués à des meurtres. Avant le Dahlia Noir, il y avait notamment eu l'affaire de l'hibiscus rouge ou encore celui du gardénia blanc. Ainsi, en quelques semaines, le surnom du Dahlia Noir était sur toutes les lèvres des habitants de Los Angeles, puis du pays tout entier. Pour beaucoup, comme Harry Hansen, l'un des lieutenants de la division des homicides à s'être rendu le premier sur les lieux du crime, si l'affaire avait pris une telle ampleur, c'était en grande partie grâce à ce nom, si marquant. Pour Jimmy Richardson, en revanche, cette affaire n'était pas la première dans le genre. Habitué de ces histoires macabres, il dira « C'était une vagabonde pitoyable, ricochant d'un emploi bon marché à un autre, d'un homme sans grande valeur à un autre, et ce, dans la triste quête de trouver le bon mari, un foyer et un peu de bonheur. Pas mauvaise, ni bonne, juste perdue en essayant de trouver un moyen de s'en sortir. Chaque grande ville en compte des centaines comme elle. » Vous vous souvenez de Tommy Devlin, le journaliste envoyé par Richardson à San Diego pour collecter des informations sur le Dahlia? Eh bien, à son retour, ce dernier apporta des éléments croustillants qui allaient faire la joie de son rédacteur en chef. Elizabeth avait en effet envoyé une lettre à sa mère lors de son séjour à San Diego. Cette lettre avait été écrite sur Camino Padera Drive à Pacific Beach, alors qu'elle se trouvait au domicile d'une certaine Elvera French. La fille de cette dernière, Dorothy French, était en effet caissière dans un cinéma du centre-ville, le Aztec. Le Aztec, ouvert toute la nuit, était connu pour être un repère de sans-abri. C'est là qu'un soir, le 8 décembre 1946, Dorothy avait vu Elizabeth endormie. Elle dut trouver étrange qu'une jeune fille aussi ravissante soit couchée là, au milieu des vagabonds. De peur qu'il ne lui arrive quelque chose, sans doute, Dorothy l'avait invitée à loger avec la famille French pour une nuit. Une nuit qui se transformera finalement en un mois. Elizabeth Short quitta en effet le domicile des French le 8 janvier 1947. Pas toute seule cependant, puisqu'elle était accompagnée, ce jour-là, d'un homme, surnommé Red. Red, un grand roux âgé d'une vingtaine d'années, était venu la chercher, disant aux French qu'il devait la conduire à Los Angeles. Mais qui était ce type? Jimmy Richardson essaya d'en savoir plus, et pour cela, il ordonna à Tommy Devlin de chercher une trace d'Elizabeth et de ce fameux Red dans tous les registres de motels de Pacific Beach. Ce motel en question, Tommy le trouva. Il se procura même le numéro d'immatriculation de la voiture de Red auprès du propriétaire du motel dans lequel Elizabeth et lui avaient passé la nuit du 8 janvier 1947. Red et Elizabeth avaient quitté le motel à 12h30 le 9 janvier. Cela signifie qu'ils seraient arrivés à Los Angeles plus tard dans l'après-midi, les deux villes n'étant distantes que de 207 km. Très vite, le permis de conduire associé à la plaque d'immatriculation fut retrouvé. Il appartenait à Robert Manley, un vendeur de colliers de 25 ans, qui résidait sur Mountain View Avenue, à Huntington Park.
Dès lors, le but de tous les journalistes fut de se hâter pour être le premier à l'interviewer. Pas de chance pour Jimmy, quelqu'un avait déjà eu le privilège de réaliser le premier entretien avec Robert Red Manley. Devinez qui? Aggie Underwood, la journaliste du Los Angeles Herald Express. Mais il y avait encore une plus mauvaise nouvelle pour Jimmy, car une fois arrivé à Huntington Park, les journalistes apprirent que Red n'était pas chez lui. Il n'y avait que son épouse, Harriet Manley, une jolie jeune femme avec un bébé de 4 mois dans les bras. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils l'interrogèrent. Apparemment, Red était parti en voyage à San Francisco avec son patron. Et selon Harriet, ce soir du 9 janvier 1947, Red était rentré directement à la maison. Toujours selon sa femme, depuis son départ pour San Francisco, il aurait été au travail toute la journée et à la maison tous les soirs. De plus, jamais elle ne serait disposée à croire qu'il avait fréquenté une autre fille sans qu'il ne le lui avoue directement. Pour Harriet, son époux la traitait bien et il était fidèle. Robert Red Manley fut quand même arrêté la nuit du dimanche 19 janvier, alors qu'il rentrait de San Francisco. À peine fut-il sorti de son véhicule en garant sa voiture devant chez lui, qu'il fut aussitôt pris à partie et fouillé par un policier. Il déclara alors « Je sais pourquoi vous êtes ici, mais je ne l'ai pas fait !» Une fois emmené au poste de police, Red fut interrogé pendant une bonne partie de la nuit, subissant les questions incessantes des enquêteurs. Arrivé le lendemain matin, Aggie Underwood vit le jeune homme et lui dit « T'as l'air d'avoir pris une cuite. » « C'est pire que tout ce que j'ai pris. » Aggie connaissait bien ce genre d'affaires. Elle encouragea donc vivement Red à avouer toute la vérité. S'il était innocent comme il le prétendait, c'était en effet le seul moyen de le prouver, raconter toute l'histoire dans les moindres détails. L'inspecteur Harry Frémont, présent également dans la salle d'interrogatoire, confirma les conseils d'Aggie. Ce Frémont n'était pas un enfant de cœur. Non, c'était l'un des flics les plus hargneux de la ville. Il était notamment connu pour avoir abattu pléthore de criminels dans les sombres ruelles de Los Angeles. Pour autant, Harry n'était pas stupide. Il savait bien que pour délier la langue du suspect, un contact féminin serait plus efficace qu'une bonne raclée. « Raconte-lui tout ce qui s'est passé. Je connais cette femme depuis longtemps. Elle a bossé sur beaucoup de grosses affaires, et je peux te dire qu'elle ne te fera pas de mal. » Red raconta alors toute l'histoire. Il avait rencontré Elizabeth Short pour la première fois au coin d'une rue de San Diego, le 16 décembre 1946. Comme il était en voyage d'affaires à cette période, il lui avait proposé de l'accompagner. Selon lui, elle était si jolie qu'il s'était senti obligé de s'arrêter et d'entamer une conversation avec elle. Il venait d'avoir son premier enfant et d'après lui, il traversait une période d'adaptation. Du coup, lorsqu'il avait vu Elizabeth ce jour-là, pour lui, c'était comme un test afin de s'assurer qu'il aimait toujours sa femme. Je lui ai demandé si elle voulait monter à cheval. Elle a tourné la tête et n'a pas voulu me regarder. J'ai continué à parler. Je lui ai dit qui j'étais et ce que je faisais et ainsi de suite. C'est alors qu'elle s'est retournée et m'a demandé si je ne considérais pas comme malvenu de demander à une fille au coin d'une rue de monter dans sa voiture. J'ai répondu « Oui, mais j'aimerais te ramener chez toi. » Alors elle est montée dans la voiture. Elizabeth lui a ensuite dit qu'elle logeait temporairement à Pacific Beach, chez une famille appelée French, et qu'elle travaillait chez Western Airlines. Red était catégorique, Elizabeth et lui n'avaient jamais rien fait. Sous-entendu, ils n'avaient pas eu de rapport sexuel. Ils s'étaient simplement promenés, avaient discuté, parlé, dansé et dîné. Puis ils l'avaient déposée au domicile des French, là où elle résidait. Non, je ne lui ai pas demandé de monter dans ma chambre. Nous nous sommes assis dans la voiture et nous avons parlé un moment. Et je l'ai embrassée une ou deux fois, mais elle était plutôt froide, je dirais.
Red déclara ensuite à Elizabeth qu'il était marié, ce à quoi elle répondit qu'elle était aussi liée à un Major Matt quelqu'un. D'après Red, il aurait alors dit à la jeune fille qu'il la rappellerait s'il revenait à San Diego. Et c'est ce qu'il avait fait quelques semaines plus tard. Il était arrivé à San Diego le mercredi 8 janvier 1947. Une fois là-bas, il avait décidé de se rendre au bureau de Western Airlines, là où Elizabeth Short était censée travailler. Sur place, il l'avait attendue, mais n'avait vu aucune trace d'elle. Après avoir interrogé les employés, il s'est avéré qu'il n'avait jamais entendu parler d'elle. Red commença donc à douter du fait qu'elle y travaillait vraiment. Du coup, il se dirigea vers la maison des French, là où Elizabeth devait l'accueillir, et les deux se retrouvèrent. La jeune femme lui avait demandé s'il pouvait la conduire à Los Angeles. Une requête que Red accepta, à la condition qu'il ne parte que le lendemain. Robert Red Manley et Elizabeth Short avaient ainsi quitté la maison des French le soir même. Sur la route, ils s'étaient arrêtés dans un motel de Pacific Beach, puis s'étaient rendus à l'Hacienda Club de Mission Valley, ce qui avait permis au couple de danser, boire et passer un bon moment. L'ambiance était toutefois moins festive de retour au motel. Le visage d'Elizabeth avait changé. Elle était bizarrement devenue triste et silencieuse. Selon Red, la jeune femme s'était montrée froide avec lui toute la nuit, lui disant qu'elle ne se sentait pas bien et qu'il devait la laisser tranquille. Ce qu'il avait fait, non sans déception. Devant ce comportement distant, il avait donc fini par penser qu'il serait peut-être mieux tout seul. Le lendemain matin, soit le 9 janvier 47, Red lui avait donné $1 pour qu'elle aille prendre un petit déjeuner, lui disant au passage qu'il viendrait la chercher vers midi. Apparemment, il avait des affaires à régler dans la matinée. À son retour, il avait effectivement récupéré Elizabeth, puis le couple avait quitté le motel. Il s'était ensuite arrêté en cours de route à Encinitas, où Red devait régler des affaires avec une compagnie des eaux. Ils y étaient restés environ 1h30. Pendant tout le temps du rendez-vous, Elizabeth avait attendu dans la voiture. À son retour, elle avait alors dit à Red que 2 personnes à bicyclette lui avaient parlé pendant qu'elle patientait dans le véhicule. Puis Red et Elizabeth avaient repris la route et avaient fait 2 autres arrêts avant d'arriver à Los Angeles. L'un à Oceanside, puis un autre à Laguna Beach. Apparemment, Elizabeth semblait anxieuse tout le long du trajet, ne se montrant guère bavarde. Red avait remarqué qu'elle prêtait une grande attention aux voitures qui les dépassaient, comme si elle avait peur d'être suivie. À chaque fois, elle tournait la tête et jetait un coup d'œil à ses occupants. Red se souvenait lui avoir demandé « Tu n'aimes pas ma compagnie ?» Ce à quoi elle avait répondu « C'est pas ça. » C'est à se demander ce qui pouvait bien la perturber à ce point. Arrivée à Los Angeles, elle avait confié à Red qu'elle devait retrouver sa sœur dans le hall de l'hôtel Biltmore, au centre-ville, et qu'elle avait ensuite l'intention de retourner vivre chez elle à Medford. Mais avant cela, Elizabeth voulait enregistrer ses bagages à la gare routière de Greyhound. Sa sœur ne serait peut-être pas encore descendue au Biltmore et elle ne voulait pas s'encombrer de ses bagages à l'hôtel. Elizabeth avait alors déposé ses 2 valises ainsi qu'une boîte à chapeau. Red dit qu'elle semblait particulièrement heureuse qu'il la dépose ici, à la gare routière de Greyhound. Mais Red avait refusé de la laisser là, car c'était un quartier mal fréquenté. Du coup, il avait insisté pour la déposer dans un endroit plus sûr, et l'hôtel Biltmore était parfait pour cela. Elizabeth avait alors dit à ce moment-là à Red que c'était sa première visite à Los Angeles. Quand ils sont arrivés au Biltmore, Elizabeth était allée aux toilettes pour se rafraîchir. Quant à Red, il était allé vérifier à la réception si sa sœur était bien arrivée, mais ce n'était pas le cas. Il dira du coup avoir laissé Elizabeth seule au Biltmore vers 18h30, puisqu'il était déjà tard et qu'il était impatient de rentrer chez lui.
Et ce fut la dernière fois que Red vit le Dahlia. Une version des faits qui fut confirmée par le portier de l'hôtel en question, qui dira qu'Elizabeth, après le départ de Red, avait passé plusieurs heures seule dans le hall du Biltmore. Durant ce temps, elle avait passé plusieurs appels téléphoniques, puis avait fini par quitter l'hôtel par la sortie Olive Street vers 22h. C'est la dernière fois que l'on verra Elizabeth Short vivante, avant que son corps ne soit retrouvé dans le terrain vague de Leimert Park. Selon Red, la jeune femme n'avait pas été très bavarde. Il ne se souvenait de presque rien de leurs échanges. Il n'y avait donc rien d'intéressant pour étayer l'enquête. Il affirma cependant qu'Elizabeth avait un petit carnet dans lequel elle avait noté les noms et les adresses de certaines personnes. De plus, elle parlait régulièrement d'un certain Gordon, un homme qu'elle prétendait avoir épousé. Elle aurait même montré une photo de lui à Red. Ensuite, Red décrivit aux enquêteurs les vêtements d'Elizabeth lorsqu'elle a quitté Pacific Beach, la dernière tenue dans laquelle elle avait été vue. D'après lui, Elizabeth portait une veste ainsi qu'une jupe noire, un chemisier blanc à col froufrou, des gants blancs, des chaussures en daim noir à talons hauts et une paire de bas nylon. Elle portait aussi un manteau beige sur le bras et tenait une pochette noire à la main, mais n'arborait ni chapeau ni bijoux. Mais ce que Red avait remarqué par-dessus tout, c'était son parfum si distinctif, un parfum lourd, musqué et sucré. Un peu comme si une fleur exotique avait poussé au milieu des mauvaises herbes, enivrant l'atmosphère d'un nuage de senteurs. Ainsi, c'est grâce à cette interview sensationnelle et riche en détails que Robert Red Manley put prouver son innocence. Selon Aggie Underwood, personne ne pouvait douter qu'il disait la vérité. De plus, Red avait un alibi solide. Ses amis et sa femme confirmèrent qu'il jouait avec eux aux cartes le soir du meurtre. Ainsi, après avoir subi 2 tests de détecteur de mensonges épuisants et les avoir passés haut la main, Red a été libéré et lavé de tout soupçon. Red déclarera plus tard à Aggie « Je jure sur une pile de Bible que le jeudi 9 janvier est la dernière fois que j'ai vu Betty Short. Je ne l'ai pas tuée. Et je ne tromperai plus jamais ma femme. » Son calvaire était enfin terminé. Malheureusement pour lui, l'affaire du Dahlia noir le suivra toute sa vie. Car bien qu'innocenté de ce crime, Red souffrira d'une série de dépressions nerveuses qui le conduiront à l'hôpital psychiatrique quelques années plus tard. Alors qu'Aggie se réjouissait d'avoir eu l'exclusivité de cette interview marquante, sa carrière subit un revers cinglant. En effet, elle apprit quelque temps après qu'elle avait été retirée de l'affaire du Dahlia noir. Et ce, sans aucune raison apparente. De son côté, Jimmy Richardson n'avait pas digéré d'avoir loupé de peu l'interview de Red, et prit donc sa revanche sur Aggie, en étant le premier à interviewer les French à San Diego. Lors de cette entrevue, Dorothy French, la jeune caissière du cinéma Aztec, expliqua pourquoi elle avait recueilli Elizabeth. D'après elle, elle avait eu de la peine pour la jeune fille, qui semblait triste, perdue et sans aucun endroit où aller. Il y avait quelque chose de si triste en elle. Elle semblait perdue et étrangère au coin et j'ai senti que je voulais l'aider. Je ne savais pas trop comment. Elle n'avait apparemment aucun endroit où loger. J'ai donc suggéré qu'elle vienne à la maison avec moi et qu'elle passe une bonne nuit de sommeil si cela pouvait l'aider. Elle a ensuite dit qu'elle m'était reconnaissante pour ma générosité. Elvera raconta à Jimmy qu'Elizabeth leur avait dit qu'elle était venue à San Diego pour chercher du travail à cause des grèves du cinéma qui avaient paralysé Los Angeles. Durant le mois où elle était restée chez les French, elle avait à peine travaillé quelques jours, mais continuait à prétendre qu'elle cherchait toujours un emploi. Sa recherche ne semblait cependant pas très active, puisqu'Elizabeth passait le plus clair de son temps à se prélasser dans le salon des French, notamment à écrire des lettres.
Comme avec Red, elle parlait beaucoup de son prétendu mari au French, un certain sergent Matt Gordon, mort d'après elle dans un accident d'avion en novembre 1946. Ils auraient même eu un enfant ensemble, mais qui est malheureusement mort peu de temps après sa naissance. Pour confirmer cette histoire, Elizabeth avait montré un journal qu'elle gardait constamment dans son sac à main. Dedans, il y avait un article qui relatait leur soi-disant mariage, mais le nom de la mariée avait été rayé. Selon elle, ils avaient fait une erreur sur son nom. Mais si Elizabeth Short avait réussi à subsister si longtemps sans travailler, c'est parce que, à la mi-décembre 1946, elle avait reçu $100 de la part d'un certain Joseph Gordon Fickling, à ne pas confondre avec son prétendu défunt mari, le sergent Matt Gordon. À l'époque, cette somme représentait quasiment $1 500. Elizabeth aurait ainsi largement pu tenir quelques mois avec ça. Pourtant, elle s'était très vite retrouvée sans le sou. Selon Dorothy French, elle avait apparemment besoin de beaucoup d'argent pour quelque chose. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être? Une dette? Un rêve à réaliser? Un trafiquant de drogue à payer? Allez savoir. Il fut établi que, jusqu'au 21 décembre 1946, Elizabeth était sortie avec Red pratiquement tous les soirs. Mais qu'ensuite, à partir du 22 décembre 1946 jusqu'au 1er janvier 1947, elle était sortie avec d'autres hommes que les enquêteurs n'avaient pas encore interrogés. Selon les French, Elizabeth était plutôt réticente à parler de son passé. Autrement, ils s'accordaient à dire qu'elle était polie et discrète, bien que souvent déprimée et de mauvaise humeur. Pour Elvera French, son incapacité à trouver un emploi venait de ça. D'après eux, de plus, Elizabeth aurait eu l'intention de percer dans le cinéma. Elle aurait dès lors dit à Elvera French qu'une célébrité d'Hollywood lui avait promis de l'aider pour cela. Puis il y a eu ce fait étrange. La famille French révéla qu'Elizabeth était constamment inquiète et sur les nerfs chaque fois qu'une personne venait sonner à la porte. Ce fut le cas une fois lorsqu'un trio formé de 2 hommes et d'une femme était venu toquer à la porte des French et qu'Elizabeth n'avait pas voulu répondre, jetant uniquement un coup d'œil à travers les rideaux. Une fois les inconnus partis, elle avait été soulagée. Quand Dorothy avait essayé d'en savoir plus sur cette histoire, Elizabeth était restée bizarrement évasive. Elle était terriblement effrayée et refusait de parler d'eux. Elle est également restée évasive quand j'ai posé d'autres questions. Alors j'ai abandonné. Elizabeth Short révéla quand même une chose aux French. En décembre 1946, elle et une de ses amies avaient été poursuivies par une femme sur Hollywood Boulevard. Malheureusement, les French n'en sauront pas plus. C'est d'ailleurs pendant son séjour chez les French qu'Elizabeth s'était teint les cheveux en noir. Peut-être pour tenter de dissimuler son apparence. Comme vous pouvez le constater, Elizabeth menait une vie nocturne bien mystérieuse, qui semblait lui avoir attiré quelques ennuis. Mais la cause de ses craintes était-elle la même que celle qui provoqua son décès? Le mystère restait entier. Elizabeth dépassa ainsi la durée initialement prévue de son séjour chez les French. Mais au bout d'un moment, Elvera, la maîtresse de maison, commença à s'agacer de la présence de cette étrangère chez elle. Elle s'inquiétait notamment de l'effet que pouvaient avoir les sous-vêtements noirs du Dahlia traînant dans la maison sur son fils adolescent. Par conséquent, elle demanda à Elizabeth de quitter les lieux. Elvera déclara qu'Elizabeth était partie de leur maison à pied, seule, le 8 janvier 1947, portant 2 valises et une boîte à chapeau. Elle se dirigeait vers le coupé de Red qui l'attendait non loin. Les deux semblaient de bonne humeur. Ils riaient et plaisantaient.
Le 8 janvier 1947 a ainsi été le dernier jour où les French ont vu Elizabeth. Avec l'étrange et néanmoins certain pressentiment que la jeune femme avait de gros ennuis. En écoutant les déclarations de la famille French, Tommy Devlin prit soin de tendre l'oreille. Il entendait bien ne pas perdre une miette des révélations qui allaient suivre. Il avait d'ailleurs relevé un point important durant cette interview. D'après Elvera French, Elizabeth avait entreposé une malle au bureau d'American Railway Express, une agence spécialisée dans le transport de colis express. Jimmy Richardson, à l'affût de la moindre nouveauté sur l'affaire, chercha donc à découvrir le contenu de la dite malle. Mais l'entrepôt était formel. Il ne la remettrait pas à l'examiner sans l'accord de la police. Jimmy, rusé comme un renard, appela alors Jack Donahue, chef de la brigade criminelle du LAPD, et lui fit la proposition suivante. Si je vous dis où se trouve la malle du Dahlia, vous accepteriez de la porter à l'examiner et de l'ouvrir ici? Jack Donahue était dur en affaires, et pourtant, le lendemain du coup de fil, la malle était dans les bureaux du journal. Le contenu de cette malle allait alors être une mine d'or pour la police et les journalistes. L'enquête semblait enfin commencer. Voilà pour ce premier épisode de ma mini-série documentaire sur le Dahlia noir. J'espère que vous avez bien apprécié. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir si ça vous a plu, en likant, en partageant et surtout en vous abonnant à la nouvelle chaîne Crime Étrange, puisque les prochains épisodes de cette mini-série sortiront là-bas. Le lien est en description. Et je vous le rappelle aussi, la prochaine vidéo officielle de Profession Gangster arrive très bientôt, début octobre normalement. Je vous remercie encore pour votre patience. D'ici là, portez-vous bien.